intervenants de réagir très rapidement. D'abord, Cicely, très vite, si vous voulez réagir à cette interpellation de façade photovoltaïque et en même temps réagir aux questionnements que vous avez entendus. D'accord, merci. D'abord, je vais répondre à une première question relative au puits canadien avant de répondre à la question de Silweli par rapport aux façades photovoltaïques. Donc, par rapport au puits canadien, effectivement, comme son nom l'indique, il est canadien parce que la température en surface elle est de moins 30 jusqu'à moins 50 et qu'on part chercher la température de la géothermie, qui est généralement de plus 30. Donc, généralement, avec le puits canadien, on fait un gradient de 60 degrés plus ou moins. Par contre, pour le cas de Marrakech, par exemple, dans le pic d'été, on est à plus 50, mais avec une moyenne de 40. Avec une géométrie de plus 30, on a un gain uniquement de 10 degrés comme gradient. Donc, c'est pour ça que les gens ne s'investissent pas pour les puits canadiens dans les zones chaudes. Par contre, pour les zones froides, avec des extrêmes de moins 30, moins 40, il est très intéressant, très utile. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une expérience d'un architecte qui est très passionné par la recherche. Il a fait même un cas. On est parti voir sur son villa. Il a fait un puits canadien. Effectivement, il était en plein été. Il ramène de la fraîcheur, mais pas tellement de fraîcheur au point d'atténuer un peu l'agressivité de la chaleur en pic d'été. En conclusion, c'est pas vraiment. C'est pas très intéressant. C'est pas très justifié du fait que le contexte c'est vers le chaud, pas plus vers le froid. Okay. Donc j'espère que j'ai bien répondu. Les façades. Donc, par rapport aux façades photovoltaïques, comme l'a dit Silweli tout à l'heure, notre expérience est partie sur les terrasses, donc avec bien sûr les panneaux photovoltaïques, pas avec la technologie récente qui est très coûteuse, parce qu'il y a les panneaux Tesla qui sont récents avec un rendement des cellules photovoltaïques qui est très élevé. C'est les panneaux qui s'apprêtent un peu pour les façades. Sauf que pour ces façades photovoltaïques, il y a la composante de l'agence urbaine avec les façades, avec l'urbanisme. On peut développer des projets dans ce sens, mais s'il y a également à des reculs avec les angles d'apport solaire, on est sûr d'un apport solaire au niveau de la terrasse du fait qu'il n'y a pas de vis-à-vis, mais au niveau de façade, le rendement doit être étudié en fonction des documents d'urbanisme, en fonction de plans de lotissement, si j'ose dire. Et en plus, la sensibilité des cellules photovoltaïques doit être une des dernières générations qui puisse répondre à cette exigence, sachant que déjà, il y a une réticence par rapport à l'investissement dans ces nouvelles technologies-là. Donc, bien sûr, du moment que le processus va s'installer, que l'économie d'échelle va s'installer, on va y aller, on va aller vers les cellules nouvelle génération, Inch'Allah. Okay. Merci. Merci beaucoup. Madame Ndam, vous avez été interpellée à cette question d'intégration des aménagements dans les projets. D'accord. Je vais commencer par la première question concernant l'application de cette technique au niveau des autoroutes. Donc, bon, je ne suis pas la bonne personne pour répondre sur l'état d'avancement de ce type d'action au niveau des routes, mais je vais dire tout simplement que c'est des techniques qui sont applicables au niveau de tout projet d'infrastructure linéaire ou de tout projet d'infrastructure. Donc, maintenant, au niveau des autoroutes du Maroc, on a, si vous voulez, c'est une success story avec tous les éléments qui permettent de réussir cette démarche, avec le partenaire scientifique, avec le partenaire international qui facilite l'accès à la population rurale et aussi avec toute la population rurale qui a été accompagnée. Et en 2023-2024, on a pu sensibiliser environ 1400 agriculteurs. Donc, ADEME ne pourra pas, certes, absorber la production de l'ensemble de ces agriculteurs, mais le but, c'est de doter ces agriculteurs de toutes les compétences et moyens pour pouvoir accéder au marché et de produire des semences qui pourront être par la suite disponibles pour d'autres organismes et d'être applicables facilement sur les infrastructures. La deuxième question concernant le recyclage. Donc, il y a le recyclage, le traitement des eaux usées au niveau des aires de service. Et pour une grande partie, il est utilisé pour l'arrosage des espaces verts au niveau de ces aires de service. Il y a aussi tous les glissières qui sont réformés et qui ne seront pas jetés, mais plutôt vendus pour une revalorisation à son acide. Il y a aussi tout le recyclage des matériaux de chaussée
On a actuellement un pourcentage de recyclage de 20%. Qui est recyclé au niveau du chantier même, mais le reste, il est aussi recyclé à travers la vente aux sociétés de réalisation et qui sont utilisés par la suite dans d'autres chantiers de renforcement de chaussées ou de nouveaux projets. Pour ce volet de recyclage de matériaux, donc je vais dire qu'on est en train de travailler actuellement sur la restructuration de notre stratégie développement durable pour s'aligner aux normes internationales, mais aussi aux différentes stratégies développement durable et bas carbone du Royaume. Et on envisage d'augmenter ce pourcentage de recyclage. Les seules contraintes, c'est tout l'écosystème qui doit être capable de fournir ces produits et tout l'écosystème des entreprises qui doit être capable d'accompagner ADM dans la réalisation de ces objectifs. Je vais noter aussi tout ce qui est valorisation de déchets verts, de fauchage, d'élagage, et qui sont mis à disposition de la population riveraine au niveau des abords autoroutières pour être utilisés dans le chauffage durant la période hivernale. Voilà, ça concernant le recyclage. Dernière question concernant l'intégration des aménagements au niveau du marché. L'intégration des travaux d'aménagement des talus autoroutiers durant la phase travaux. On a déjà eu l'expérience de réaliser ça durant la phase de travaux, mais malheureusement, on a eu des dégâts parce que c'est du vivant qui est très sensible à la poussière. Il y a différents intervenants lors de la réalisation des chantiers, et donc on a eu des dégâts. On le fait quand on est sûr qu'il n'y aura pas de dégâts. Mais sinon, on préfère finir le chantier et on aura la garantie que ce qui va être réalisé va être à l'abri des dégâts du chantier. Ok, merci Madame Dan. Donc c'est Hal, si vous voulez prendre la parole tout de suite, c'est Hicham pour répondre aux questions. Et en même temps, j'en profite pour revenir à la question de recyclage des déchets de construction. C'est un sujet qui est très intéressant. La FNBTP apparemment s'y intéresse. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Très bien. En fait, les deux questions, que ce soit la première ou la deuxième, se rejoignent et convergent vers l'aspect qualité de ciment. Il y a a priori des préoccupations là-dessus. Donc, à vrai dire, j'ai bien aimé l'adage qui a été dit, à savoir la vérité a un sens unique, mais j'aimerais le compléter. Mais il faudrait simplement savoir la débusquer et la révéler aussi. La vérité, effectivement, vous savez, je m'explique là-dessus. Le ciment, il n'est que rarement utilisé seul, sauf dans les colis d'injection pour la consolidation des barrages et tout. Mais généralement, il est une partie importante qui est par rapport à des éléments qui sont importants, d'autres granulats, les sables, les adjuvants, la qualité d'eau, il y a tout. Et en plus, la mise en œuvre aussi. Et là, je vous réponds en tant qu'ingénieur, technicien, non pas que porte de l'APC, c'est juste pour peut-être passer par la suite, pour expliquer ce qui a été fait en termes structurels par l'APC et tous les membres. Le ciment, c'est le meilleur moyen pour cacher les problèmes. Parce que nous avons une tendance à avoir des surqualités, des résistances qui sont très importantes. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on est en train, et on est autour de cette table. La durabilité, c'est faire du lean, c'est faire le juste nécessaire, avoir le juste par rapport à une application donnée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Deuxième élément qui a été dit par rapport au contrôle, parce qu'il y a, alhamdoulilah, beaucoup d'usines, beaucoup de centres de broyage, ils sont contrôlés. Vous vous souvenez, les années 90, il y avait CTMCO et le CMGI et LP2E. Donc effectivement, tous les ciments, et depuis 1994, ils sont certifiés IMANOR-NM. Et parmi les exigences et les prédispositions pour la certification, c'est d'être contrôlé en permanence par des laboratoires externes, des échantillonnages pris à l'improviste, et il y a toute une méthode qui s'engage de la qualité. Ceci étant, je vous dis, nous faisons presque 13 millions de tonnes. Des singularités, ça pourrait arriver. Mais je crois, avec tout ce que tous les opérateurs œuvrent en termes de mesure de la qualité, avec les cartes de contrôle, avec les échantillons, nous sommes
nous sommes avec des écarts types, même en termes de régularité, qui sont parmi les plus performants si on peut un benchmark. Troisième élément peut-être important à citer, c'est que le cœur et la genèse, ou plutôt la motivation importante de la révision de la NM 10004 et qui a été faite avec la PC, avec les parties prenantes, visait justement la garantie de la performance. Okay. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Avant de donner la parole...